Alors, plusieurs missions ont livré leurs observations après ce scrutin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces observations-là? Alors, ce qu'il faut déjà commencer par dire, c'est que les missions d'observation viennent un peu pour certifier le scrutin. Elles viennent pour apporter un cachet de légitimité au scrutin. Alors, elles ont sillonné les différents bureaux de vote, les différents lieux de vote pour faire quelques observations. Alors, ce qu'il faut retenir globalement de ce qui a été dit par toutes les missions d'observation au thème de ce scrutin-là, c'est que le scrutin a eu lieu, on va dire globalement, c'est globalement bien déroulé. Il n'y a pas eu d'incident majeur de nature à porter atteinte à la crédibilité au résultat final, enfin les résultats provisoires qui ont été proclamés par la Commission électorale indépendante. Donc, je pense que ces missions-là ont leur place dans le processus électoral. Elles ont joué leur rôle. Maintenant, la balle est désormais dans le camp du Conseil constitutionnel qui va rendre sa décision tout à l'heure. Merci Serge. Gaël? Alors, il faut déjà rappeler que ces missions du coup internationales et sous-régionales même, il y en a aussi de nationales, qui étaient déjà impliquées dans le processus électoral depuis la période préélectorale. On se souviendra qu'il y avait eu une délégation des anciens chefs d'État africains, le comité des sages, qui était venu en Côte d'Ivoire lorsque l'opposition demandait le dialogue, lorsqu'on sentait la tension monter. Il y avait aussi l'UA qui est venu, il y avait aussi le représentant de l'ONU qui était venu avant l'élection. Et pour revenir au sujet, pendant les élections aussi, ces mêmes organisations-là étaient présentes. Alors, elles sont là pour des missions d'observateurs. Et Serge l'a dit, il arrive des cas où ce sont ces observateurs-là qui certifient. Mais cette fois-ci, c'était, puisqu'il n'y avait pas de crise, parce qu'on se souvient qu'en 2010, l'ONU devait certifier l'élection après avoir observé. Mais cette fois-ci, c'était simplement une mission d'observation. Et la plupart étaient sur le terrain, ils ont mandat pour être sur le terrain, ils ont carte blanche, donc ils sillonnent tous les endroits, on n'a pas le droit de les empêcher. Donc ils ont sillonné toute la Côte d'Ivoire selon les moyens. Et finalement, la plupart de tous les rapports qui sont revenus positifs, pour dire qu'il y a eu une élection globalement apaisée, où les Ivoiriens ont pu sortir, sont allés manifester leur droit de vote, et qu'ils ont finalement félicité les Ivoiriens pour le processus qui a eu lieu. Et donc, on s'appuie sur ces différentes observations-là qui donnent un cachet pour savoir et dire que finalement l'élection s'est bien passée, bien qu'il y ait eu quand même par endroit des éléments de perturbation, mais qui ne sont pas, je crois le président de la CEI les a évalués autour de 1,28%, mais 88 comme ça. Donc c'était pas des événements majeurs qui pourraient entacher le processus. Alors là, on attend tout à l'heure la proclamation des résultats définitifs. Qu'est-ce que cette proclamation représente dans le processus électoral? Alors, il faut déjà commencer par dire même que cette proclamation des résultats définitifs apparaît d'abord comme l'avant-dernière étape de tout ce processus électoral-là, qui a commencé depuis, on va dire, l'opération de collecte des parrainages. Il y a eu ensuite la période de dépôt des dossiers de candidature, il y a eu la publication. Donc, c'est l'avant-dernière étape de tout ce processus qui a commencé depuis le mois de juillet pratiquement. Alors, selon le code électoral, la loi électorale en Côte d'Ivoire dit que les résultats définitifs de l'élection présidentielle sont proclamés par le Conseil constitutionnel, qui est le juge électoral. Donc, aujourd'hui, ce mardi 4 novembre, le juge constitutionnel doit rendre sa décision concernant ces résultats-là. Et c'est après cette étape-là qu'il va avoir, on va dire, l'ultime étape de tout le processus électoral, qui est la prestation du serment du président élu. Donc, cette étape-là demeure une étape tout aussi importante de tout le processus électoral. Gaël, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est important pour les téléspectateurs, à titre pédagogique, c'est qu'on sait que quand la CEI proclame les résultats, il y en a qui sont déjà en fait, tout naturellement, mais il faut rappeler que les résultats... Est-ce que ça marque véritablement la fin? Les résultats de la CEI sont des résultats provisoires, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont provisoires. Et de leur caractère provisoire, cela permet aux candidats de pouvoir réclamer, porter des réclamations s'il le faut. Même celui qui est proclamé vainqueur peut aussi faire des réclamations s'il le faut. Donc il y a une période de contentieux, ce qui veut dire que le résultat de la CEI n'est pas définitif. Et le Conseil constitutionnel vient en tant qu'instance juridique
qui vient pour, au cas où il y a des réclamations, au cas où il y a des plaintes et tout, le Conseil constitutionnel a ce pouvoir-là d'être le juge pour pouvoir trancher au cas où, et c'est lui qui finalement donne la validation finale du résultat. Quand le Conseil constitutionnel finit de se prononcer, il n'y a plus d'autres recours, il n'y a plus de discussion derrière. Celui qui est proclamé vainqueur est vainqueur et il doit, au vu de la loi et de la Constitution, exercer pour les années qui viennent. Alors, même si tu permets, pour rebondir un peu sur ce que Gaël vient de dire, il faut relever les deux aspects, les deux rôles clés du Conseil constitutionnel dans tout le processus. D'abord, le Conseil constitutionnel agit à deux niveaux. La première étape, c'est qu'il se prononce sur l'éligibilité des candidats, on va dire des postulants, des candidats à la candidature. Et en dernier ressort, elle proclame les résultats définitifs comme ceux auxquels nous allons assister tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on sait à peu près comment réagit la classe politique à cette annonce-là du Conseil, attendue justement du Conseil constitutionnel? Bon, déjà, j'aime bien qu'on s'intéresse à la vie des politiques, mais en même temps, la vie des politiques, ce n'est pas la vie de tous les Ivoiriens. La vie de tous les Ivoiriens, c'est ce que consacre la Constitution. Donc la Constitution veut qu'en cet instant précis, c'est le Conseil constitutionnel qui donne le résultat définitif auquel tout le monde doit pouvoir s'aligner sur lequel, qu'on soit d'accord ou pas. Maintenant, au sein des politiques, effectivement, je vois il y a plusieurs bords. Au niveau du parti au pouvoir, ils sont certainement dans leurs différents QG, ou bien dans leurs différents QG en train d'attendre. Quand je sais qu'une autre partie de l'opposition, celle qui n'avait pas, qui se sent marginalisée, qui se sent écartée, qui a même appelé à des marches et finalement à ce que ces militants ne partent pas participer à ce qu'ils caractérisent des mascarades électorales, le coup d'État électoral. Eux, sûrement, ce que le Conseil constitutionnel va dire ne les intéresserait pas, parce que pour eux, il n'y a pas eu d'élection. Quand de l'autre côté, il y a une autre partie de l'opposition, considérée plus modérée, avec les 5 candidats qui ont été retenus, qui attendent, et il faut rappeler qu'eux, ils n'ont pas fait de recours. Ils ont juste, je crois que la candidate Simone Eivé a juste critiqué quelques éléments, mais elle n'est pas allée jusqu'à faire le recours auprès du Conseil constitutionnel. Donc, eux aussi, sûrement, de leur côté, ils attendent finalement. Et je pense que le Conseil constitutionnel viendra juste confirmer. Mais ils ne l'ont pas dit, peut-être qu'il y a eu des recours qui ont été faits dans le secret. Non, hier, par exemple, hier, on avait le représentant. Je le dis parce que hier, on avait le représentant de MGC ici. Et j'ai posé la question sur ce même plateau. Il a dit qu'ils n'ont pas fait de réclamation. Pour eux, enfin, côté MGC. Voilà, côté MGC, bon. D'accord. Alors, globalement aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que les résultats, tu as demandé la réaction de la classe politique, je le dis parce que les résultats ne vont pas fondamentalement changer entre ce qui sera, je pense, ce qui sera dit aujourd'hui et puis les résultats qui ont déjà été proclamés par la CEI. Donc je vais dire, je vais pas faire une juge à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel de dire qu'elle fonctionne peut-être comme une chambre d'enregistrement, mais je pense qu'il n'y aura pas grand changement. Je ne pense pas qu'il y aura grand changement entre les résultats qu'on connaît déjà et ceux qui seront confirmés aujourd'hui. Alors, quel regard on peut porter sur le rôle joué par la CEI et justement le Conseil constitutionnel pendant le processus électoral? Alors, ce sont deux institutions dont le rôle s'imbrique pratiquement dans tout le processus. Il y a certains aspects du processus qui sont dévolus au Conseil constitutionnel et puis d'autres aspects qui sont dévolus à la Commission électorale indépendante. Je l'ai dit tantôt, les deux aspects sur lesquels le Conseil constitutionnel agit ou travaille ou devient acteur clé, c'est quand il s'agit de se prononcer sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle et aussi même pour l'élection des députés. Et puis, à la fin, c'est de proclamer les résultats définitifs du scrutin. À part ça, toutes les autres étapes, et puis bon, peut-être entre les deux étapes, il y a la phase du contentieux. La phase du contentieux aussi qu'il faut noter. À part ça, toutes les autres étapes, c'est-à-dire la réception des dossiers de candidature, l'ouverture de la période de campagne, tout cela est mené pratiquement par le Conseil, par la CEI. Par la CEI, voilà. Donc je pense que ce sont deux institutions qui se complètent dans l'organisation même des élections en Côte d'Ivoire. La CEI, c'est l'organisme, c'est l'organisation
consacrée par la Constitution qui organise de façon technique, de façon pratique les élections à l'ombre de la loi. Et pour être sûr que la loi a été appliquée, c'est le Conseil constitutionnel qui est derrière pour poursuivre la partie juridique. Donc on peut le dire que dans l'organisation, les deux se complètent, mais la partie juridique, est-ce que les textes ont été respectés? Est-ce que le droit de quelqu'un a été respecté ou pas? Ça, c'est la partie juridique, c'est le Conseil constitutionnel qui gère cela. De l'autre côté, la CEI, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est... est-ce que la personne a déposé ses documents au complet, le nombre de bureaux de vote, les superviseurs, tout ce qui est opérationnel, la CEI s'en charge. Mais là où il s'agit de tout ce qui est juridique, ben d'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que la CEI elle-même est soumise même à la loi. Donc elle-même aussi, elle respecte la loi. Donc si jamais aussi la CEI, dans ses prérogatives, ne respecte pas la loi, elle peut être reprise par le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel, on peut le dire, c'est le grand juge au-dessus de tout ça, qui veille à ce que tout ce qui se fait respecte les textes. Parce que si ça ne respecte pas les textes, effectivement, vous avez demandé tout à l'heure l'avis des politiques. C'est en ce moment que les politiques viendront faire des réclamations, viendront se plaindre et tout ça. Donc si tout est respecté normalement, il ne doit pas avoir de problème. D'où son nom de juge électoral. C'est cela. Alors justement, quelques jours plus tôt, la commission électorale indépendante avait annoncé les résultats provisoires lors d'une conférence très suivie. Retour sur cette proclamation. Représentation diplomatique ivoirienne à l'étranger en vue des préparatifs et du suivi des opérations relatives au scrutin présidentiel de 2025. Vu les procès-verbaux de prestation de serment des membres de la commission centrale de la CEI en date du 27 septembre 2019, du 29 janvier 2021 et du 1er mars 2023, vu les procès-verbaux des élections du bureau de la commission centrale de la CEI en date du 30 septembre 2019 et du 29 mars 2023, vu les procès-verbaux des dépouillements des bulletins dans les bureaux de vote, vu les procès-verbaux de recensement général des votes au niveau des communes, des sous-préfectures, des départements et des régions au plan national, vu les procès-verbaux de recensement général des votes au niveau des commissions électorales des représentations diplomatiques, vu l'ensemble des pièces annexées aux procès-verbaux de dépouillement et de recensement général des votes, vu les proclamations successives des résultats provisoires du scrutin présidentiel au niveau des commissions communales, sous-préfectorales, départementales, régionales et dans les différentes commissions électorales de représentation diplomatique, vu les rapports des commissaires centraux, superviseurs des régions et des commissaires et des commissions électorales des représentations diplomatiques, vu la délibération de la commission centrale de la commission électorale indépendante en date du 27 octobre 2025, considérant qu'en application du décret 2025-648 du 30 juillet 2025 portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République en 2025, la commission électorale indépendante a organisé l'élection du président de la République le 25 octobre 2025. Considérant qu'à cette date, l'élection du président de la République s'est effectivement tenue en Côte d'Ivoire dans 24 860 bureaux de vote et à l'étranger dans 289 bureaux de vote. Considérant que l'élection du président de la République a lieu dans chaque circonscription électorale au suffrage universel direct et est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Considérant que si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour avec les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Et qu'à ce second tour est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Considérant qu'après l'élection, le dépouillement a lieu dans les bureaux de vote en vue de la proclamation des résultats provisoires par le président du bureau de vote en présence des représentants présents des candidats. Considérant qu'au niveau national, les résultats de chaque bureau de vote sont transmis à la commission électorale communale ou sous-préfectorale de rattachement où a lieu, après leur compilation, la proclamation des résultats provisoires de la commune et de la sous-préfecture. Que les résultats de cette première compilation sont ensuite agrégés au sein de chaque département, dans la commission électorale départementale. Que, par ailleurs, les résultats des commissions électorales départementales font l'objet d'une autre compilation au sein de chaque commission électorale régionale en vue de la proclamation par le président de la commission électorale régionale des résultats provisoires de l'élection du président de la République au niveau de la région en présence des représentants présents des candidats. Considérant qu'à l'étranger, les résultats de chaque bureau de vote sont d'abord compilés au niveau de la ville de rattachement avant d'être agrégés au niveau de l'ensemble de l'État où s'est déroulé le vote. Considérant que tous les résultats provisoires proclamés au niveau des départements, des régions, des commissions électorales dans les représentations diplomatiques doivent être rassemblés en vue d'une proclamation solennelle des résultats provisoires au plan national. Considérant que le vote s'est globalement bien déroulé dans l'ensemble des circonscriptions conformément aux lois et règlements en vigueur à l'exception de certaines localités où le vote a été empêché ou perturbé, qu'en effet, dans certains lieux de vote, les opérations de vote n'ont pu se dérouler en raison des violences et voies de fait exercées sur le matériel et le personnel électoral. Que de même, le vote ou les opérations de dépouillement n'ont pu se poursuivre dans d'autres lieux de vote en raison de ces mêmes violences et voies de fait. Que les 10 incidents représentent 1,82% de l'ensemble des électeurs inscrits sur la liste électorale. Considérant cependant que le ressort de l'analyse des opérations dans toutes les circonscriptions électorales, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, et de l'examen des procès-verbaux reçus des dites circonscriptions, que ces actes de violence et de voies de fait localisés et vite circonscrits n'ont pu empêcher l'expression de la volonté générale et de remettre en cause la sincérité du scrutin du 25 octobre 2025. Qu'il convient dès lors, dans ces conditions, de procéder à la proclamation des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 dans les différents lieux où s'est effectivement tenu le scrutin. Au regard de tout ce qui précède, et après en avoir délibéré, il y a lieu, et ce, conformément à l'article 59 alinéa 2 et 3 du Code électoral, de proclamer solennellement les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 au niveau national. Décide. Article 1er. Le recensement général des votes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger donne les résultats suivants. Inscrits 8 568 456. Votants 4 292 474. Taux de participation 50,10%. Bulletin nul 105 156. Bulletin blanc 66 788. Suffrage exprimé 4 187 318. Article 2. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit
89,77% des suffrages exprimés. Madame Eive Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% des suffrages exprimés. Madame Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages exprimés. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09% des suffrages exprimés. Monsieur Domelo Séné Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Alors, avant le retour sur cette proclamation provisoire des résultats des présidentielles 2025, nous parlions justement du rôle joué par la CEI et le Conseil constitutionnel. Donc, est-ce que là, on peut dire aujourd'hui que la CEI et le Conseil constitutionnel, bon, qui ne s'est pas encore prononcé, ont renforcé leur crédibilité à travers ce processus? Gaël? Je souris, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et ça dépend de sous quel angle on se met. Mais pour ma position d'analyste, il faut être objectif. La CEI a été à mesure d'organiser ces élections dans le contexte qu'on sait. Quand on sait même que par endroit, certains bureaux ont été saccagés, on a vu la CEI de Yamoussoukro partir en feu à quelques jours et la CEI a été très réactive là-dessus. En termes de communication, en termes de proximité avec les candidats, avec même les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, le dialogue n'a jamais été rompu durant tout le processus. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer et ces choses qu'il y a à améliorer se retrouvent au niveau des représentants au sein de la CEI. Ces choses à améliorer, il y a la question de l'audit de la liste électorale que les opposants ont toujours réclamé. Il y a la question de la révision de la liste qui devait être faite pour 2025 qui n'a pas été. Vous voyez que c'est un élément de la Constitution qui le consacre, mais qui malheureusement n'a pas été fait pour cette élection présidentielle de 2025. Donc voici des éléments qui peuvent porter à la critique la CEI. Mais sinon, en réalité, au fond, dans l'organisation, dans le fonctionnement, le président de la CEI, il a toujours été à la hauteur de sa mission. Mais ce n'est pas, je dirais, le verre à moitié plein. Plein ou vide? À moitié plein, à moitié plein. Voilà. Je préfère plein parce que si je dis vide, ceux qui ne négatif, voilà, ils verront ça du côté négatif. Donc à moitié plein. On peut féliciter la CEI, on félicite la CEI, mais il faut quand même qu'on arrive à faire mieux que cela pour éviter tout ce qu'on a l'habitude de voir depuis près de 25-30 ans maintenant dans ce pays. On peut faire mieux. Serge? C'est pratiquement la même chose que j'ai presque envie de dire. Ça dépend de là où on se situe pour juger de la crédibilité de ces deux institutions. Si on est proche du pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire, forcément qu'on va dire que ces deux institutions sont crédibles. Maintenant, celle du côté de l'opposition, le son du cloche sera forcément différent. Maintenant, je pense que ce qu'on peut-être on peut s'accorder, c'est que ce qui est fondamentalement reproché à la Commission électorale indépendante n'est pas forcément du fait, ça c'est mon point de vue, n'est pas forcément du fait de cette institution-là. Je pense que c'est la non-validation de la candidature de certains leaders politiques, tout ça n'est pas du fait de la Commission électorale indépendante. Je pense que c'est des décisions qui relèvent du pouvoir, enfin qui est au-dessus du pouvoir au-dessus de la CEI. Mais techniquement, la CEI a fait son boulot. Je pense que la CEI a fait son boulot en organisant ce scrutin. Rien n'est parfait, comme Gaël a dit. Tout n'est pas parfait. C'est une œuvre humaine, elle est forcément perfectible. Mais dans l'ensemble, je pense que le processus a été mené de bout en bout, vraiment sans accroc majeur.
Maintenant, pour ce qui est du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel aussi a fait son taf, a fait son boulot. Il s'est prononcé sur l'éligibilité des candidats. Pourquoi tel candidat n'a pas été retenu aussi, je ne pense pas que cela relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Donc on va dire, ça dépend de là où on se positionne pour parler de la crédibilité de ces deux institutions. Mais globalement, je pense que le processus a été bien mené. Très bien. Alors, on va parler de participation donc, électorale qui a été diversement commentée. Comment vous avez trouvé la participation des électeurs ivoiriens à cette élection? Alors d'abord, le taux de participation, il est sensiblement le même que celui que nous avons connu ces 20 dernières années en Côte d'Ivoire. C'est d'abord le premier fait à relever. Et puis, pour ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire l'apocalypse qui avait été annoncé, avec quelques violences qui ont émaillé ça et là tout le processus électoral, on pouvait craindre pire. On pouvait craindre pire, mais je pense que les Ivoiriens sont, quand même dans les grandes majorités, les Ivoiriens sont sortis pour accomplir des devoirs civiques. Tout à l'heure, on a écouté le président de la Commission électorale indépendante qui a dit qu'il y a eu quand même quelques violences et voies de fait sur le matériel électoral dans certaines circonscriptions électorales, mais cela n'est pas de nature à entacher la crédibilité, la sincérité du scrutin dans son ensemble. Donc je pense que les Ivoiriens sont majoritairement sortis pour voter dans certains lieux de certaines circonscriptions. Le vote n'a pas eu lieu, mais bon, je pense que l'essentiel a été sauvé. Et puis bon, les Ivoiriens ont un nouveau président. Gaël? Alors, le taux de participation, il faut le rappeler, il est à 50,10%. Oui, c'est ça. 50,10%, donc 50%. Sur la barre de 100, on a la moitié. On a vu pire. Mais je dirais que même si on avait un taux de participation de 25% ou même de 10%, on pourrait dire que selon une certaine interprétation, cela voudrait dire que le président n'est pas légitime et tout, mais à la fin, quand le Conseil constitutionnel finit de dire que malgré ces 10 ou 15% de taux de participation, c'est X qui est le président de la République, il va vous diriger pendant 5 ans. Ça, c'est la loi. Pourquoi on s'est retrouvé à ce taux de participation de 50%? On aurait pu avoir mieux. Parce que si vous vous souvenez, au départ du processus, on a senti l'engouement. On est allé jusqu'à plus de 60 candidatures, à 60 candidatures, intention de candidature. On a vu les débats avant. On a vu l'expression d'une certaine troisième voie avec des nouveaux visages qui veulent un certain renouvellement de génération. Les Ivoiriens se sont vraiment intéressés à cette élection. Donc normalement, on devrait avoir un taux de participation qui aurait peut-être atteint le pic. Mais malheureusement, avec le climat délétère qui s'est installé, avec les craintes, un peu partout, on a vu les Ivoiriens même faire des emplettes, faire des achats pour se réserver, comme si l'enfer allait venir. La fin du monde. Voilà, c'était la fin du monde, le jour de l'élection. Du coup, il y a eu, à côté de cela aussi, le boycott. L'appel au boycott d'une bonne partie de l'opposition, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Laurent Gbagbo, président du PPACI, c'est un poids. Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, le même PDCI-RDA qu'on connaît, le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, on va dire le père fondateur de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, son président a été écarté, c'est un poids. Et à côté de cela, des personnalités aussi comme Assalé Tiemoko, des personnes qui sont populaires aujourd'hui. Vincent Tobi. Vous voyez? Donc toutes ces personnalités, Assalé Tiemoko n'a pas appelé particulièrement à voter, à soutenir. Donc vous voyez que tout cela, le fait qu'il se soit un peu mis à l'écart relativement à ces élections-là, ça peut expliquer que le taux de participation se retrouve à ce niveau. Sinon, on aurait peut-être pu atteindre les 85%, 87%, pourquoi pas. Et puis, il y a eu la violence active même le jour de l'élection. Ceux qui ont dit qu'ils n'allaient pas aux urnes ne se sont pas contentés dans certains endroits de rester inactifs. Ils ont été sur le terrain, ils ont barré des voies, ils ont même attaqué des personnes qui allaient voter. Voilà, donc il y a eu ces éléments. Et puis il y a un élément dont on ne parle pas beaucoup. Il y a eu le déplacement, ce que je peux appeler un exode politique. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Parce que relativement à tout ce que je viens de citer, tous ces ingrédients mis ensemble, vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de personnes se sont déplacées.
C'est dire que des personnes qui travaillent par exemple à Abidjan, à cause de cette situation, ont dû voyager, aller en famille, soit peut-être dans une ville de l'intérieur où ils se sentent en sécurité au cas où il y a quelque chose. Donc ces personnes en général sont déjà inscrites sur la liste électorale à Abidjan ici, mais comme ces personnes se sont déplacées, sont allées ailleurs, n'ont pas pu voter. Et c'est vice-versa. Comme aussi une autre partie avait commencé à sortir du territoire national. Certains sont sortis par le Ghana. Donc vous voyez que tout cela mis ensemble, ce sont des électeurs. Donc si à la fin, ils n'ont pas pu venir exercer leur droit de vote, pas par la volonté, pas parce qu'ils ne voulaient pas forcément, mais ils ont été empêchés relativement à tout ce climat funeste, délétère qui était autour de cette élection. Mais, de l'autre côté, il y a eu ceux qui ont cru en la Côte d'Ivoire, qui ont cru au fait que malgré tout cela, il n'y aurait pas l'apocalypse, qu'on ne mourrait pas tous et qu'on pouvait aller voter. Ils y sont allés. Et ceux-là, que ce soit ceux qui ont voté le président Alassane Ouattara et que ce soit ceux qui ont voté la candidate Simone Eivé, Awadon Melo et tous ceux qui étaient en liste, que ce soit même ceux qui ont fait des bulletins blancs, que ce soit ceux qui ont fait des bulletins nuls, c'est tout cela mis ensemble qui font les 50,10%. C'est bon à prendre, d'autant plus que le président Ouattara a déjà dirigé le pays. En 2020, c'était 53%. Oui, 53. 53%. Donc là, c'est vrai que ça baisse un peu, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le taux de, comment on appelle, la population électorale a augmenté. On était à 6,7 millions, je crois, en 2020. Et cette fois-ci, on est passé à 8,7 millions, presque 9 millions. Donc après, on pourra rentrer dans les chiffres techniques. Pour apporter de l'eau au moulin de Gaël, quand il évoque la raison, enfin, le fait que les leaders des deux principaux partis soient écartés, éliminés. Aient été éliminés. Quand je regarde les taux de participation des différentes élections présidentielles en Côte d'Ivoire, et quand je regarde celui de 2010 par exemple, c'était le taux record. En 2010, nous étions à 81%. C'est le taux record depuis 1990. Alors, c'est pas fortuit. C'est pas fortuit parce qu'à cette élection-là, il y a eu tous les leaders étaient là. Oui, tous les partis étaient représentés. Tous les partis étaient représentés. Le PDCI, le RDA en son temps et puis le FI. Mais aujourd'hui, en 2025, vous voyez que le PDC n'y est pas, le PPAC n'y est pas. Donc, cela explique un peu ce que Gaël a expliqué tout à l'heure. Alors, donc, revenons au cœur, on va dire, du sujet du jour, qui est la proclamation des résultats, officiels par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette proclamation, on va dire, enjeu politique, institutionnel à venir ? Alors, la première chose, d'abord, je pense que, bon, de coutume, et puis, sauf catastrophe, sauf cataclysme, je pense que c'est ce que la CEI a dit, qui va être confirmé encore ce matin. Alors, cela va juste, pour moi, conforter le candidat élu dans sa victoire, d'abord. Et puis, officiellement, je veux dire, il est officiellement le nouveau président élu de la Côte d'Ivoire, en attendant l'investiture qui aura lieu probablement début décembre. Donc je pense que c'est l'enjeu majeur de cette cérémonie de ce jour-là. C'est-à-dire qu'elle va conforter le président élu. Jusque-là, c'était la commission électorale indépendante qui avait proclamé les résultats provisoires. Et le terme provisoire signifie ce que ça signifie. Alors aujourd'hui, c'est les résultats définitifs. Alors quand le Conseil constitutionnel, que le juge électoral proclame ses résultats définis, ça veut dire que lui qui a été déclaré élu par la CEI est désormais, je vais dire, il a les pleins pouvoirs pour conduire un nouveau mandat de 5 ans. Alors, il va s'agir de la confirmation, parce que normalement, il devrait s'agir de la confirmation ou de l'infirmation. Parce que ce n'est pas que la confirmation, il peut y avoir infirmation dans certains cas. Mais ici, mais pour avoir infirmation, je pense que est-ce que c'est pas lié au comment on va dire ça ? Au processus. Non, je pense que plutôt à la période de contentieux, là. Oui, c'est ça. Est-ce que s'il n'y a pas eu de réclamation, justement, est-ce que ça peut être infirmé ? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres... C'est à cela que je venais. Je dis simplement que, parce qu'on parle plus de confirmation. Je rappelle que le Conseil constitutionnel aussi a pouvoir d'infirmer au cas où. Voilà. Or ici, dans ce cas précis, dans ce contexte, il n'y a pas de suspense en réalité. Parce que, comme je l'ai dit, la plupart des candidats qui étaient en lice
Parce que c'est eux qui ont le droit aussi de pouvoir faire des contestations, ceux qui ont participé. Donc on sait que d'un côté, il y a un groupe de l'opposition qui récuse le 4e mandat, mais eux aujourd'hui, ils n'ont pas droit au chapitre. Ceux qui ont droit au chapitre, c'est ceux qui étaient candidats. Dans la course. Donc eux, jusqu'à présent, officiellement, ils n'ont pas encore fait de recours. Donc il n'y aura aucun suspense. Le Conseil constitutionnel viendra sûrement confirmer ce que la CEI nous avait révélé déjà la semaine dernière. Et cela prépare l'investiture qui viendra dans quelques jours. D'accord. Alors justement, donc en parlant de cette opposition-là qu'on n'entend pas, qu'est-ce que ça peut signifier, cette attitude de silence de la part des opposants? En fait, ce n'est pas qu'on ne les entend pas. C'est que dans cette période-là spécialement, ils n'ont pas droit au chapitre. Mais ils créent quand même leur actualité. Ils vivent, ils sont là. Oui, non, je parle pas de l'opposition qui n'a pas été incluse dans le processus. On a deux oppositions. Je parle des candidats de l'opposition qui a participé à ces élections-là. Ils veulent jouer franc jeu. Ils ont envie de montrer aux Ivoiriens un nouveau visage. Ils ont envie de tourner la page. Ils ont envie de ne pas revenir toujours dans ce que les Ivoiriens sont habitués à voir. La contestation permanente. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, personne ne perd jamais les élections. Tout le temps qu'il y a des élections, le vaincu ne reconnaît jamais sa défaite. Il y a tout le temps des contestations. Or, cette fois-ci, on a vu un Jean-Louis Bion, rapidement même, reconnaître sa défaite et féliciter le président de la République. Henriette Lagou l'a fait. Madame Simone Eivé, avec des réserves, même si, vous voyez, c'est une autre posture. C'est vrai, je sais que j'ai participé au processus. Tout n'a pas été parfait. On peut améliorer pour la prochaine fois, mais cela n'empêche pas que je reconnaisse la victoire de celui qui est là. C'est à cela que cette opposition a veut nous amener. Alors que, traditionnellement, on était habitué à des contestations. Quand on est dans la contestation, vous savez, on peut... c'est légitime. C'est légitime, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui pense qu'il a été floué ou bien volé entre griffes dans les urnes de pouvoir faire sa réclamation. Mais en même temps aussi, la loi prévoit les mécanismes. Quand vous pensez qu'on vous a volé votre victoire, quand vous pensez que le processus n'a pas été respecté, que les choses ne se sont pas passées, tout est déjà prévu par la loi. Vous allez porter votre recours au Conseil constitutionnel. Mais déjà même aller porter le recours au Conseil constitutionnel voudrait dire que vous, par honnêteté, par éthique, quel que soit ce qui vient du Conseil constitutionnel, vous devrez pouvoir l'accepter. Mais sauf que ici, souvent, bien que le Conseil constitutionnel fasse son travail, on va même jusqu'à récuser même le propre Conseil constitutionnel. Et quand on ne reconnaît pas, dessus d'ailleurs. Oui, mais quand on ne reconnaît pas, la question que moi je veux poser, est-ce qu'aujourd'hui les opposants, l'opposition qui a participé au scrutin, comme Mme l'a dit, est-ce qu'ils raisonnablement ils peuvent contester même aujourd'hui les résultats quand on voit les chiffres qui ont été proclamés par la commission électorale? Serge et Gaël, on va faire une petite pause, on reviendra répondre à ces interrogations-là. On va faire un petit retour sur le parcours d'Alassane Ouattara dans cette campagne électorale, de sa déclaration de candidature à sa victoire proclamée provisoirement par la CEI. Tout a commencé le mardi 29 juillet 2025 par l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Après plusieurs mois de suspense, le chef de l'État avait finalement décidé de répondre favorablement à l'appel pressant de ses partisans. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience.
Alassane Ouattara a ensuite formalisé cette annonce en déposant lui-même son dossier de candidature à la commission électorale indépendante le mardi 26 août 2025. Je viens de déposer devant la commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le RHDP, et à l'appel de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années. Au deuxième jour de la période de campagne électorale, le samedi 11 octobre 2025, Alassane Ouattara a animé son premier meeting à Daloa, dans le centre-ouest du pays. À cette occasion, il a rappelé quelques actions de développement menées en faveur des populations sous ses précédents mandats dans le Haut-Sassandra et exhorté ses partisans à voter pour lui. Le choix de Daloa est tout un symbole. Oui, Daloa, la cité des antilopes. Une ville historique. Daloa est à la fois un poumon économique et un creuset culturel de notre pays. Il a clos sa campagne par un ultime meeting à la place de la République à Abidjan face à plusieurs centaines de partisans rassemblés sur ce site. Il a rappelé que sa candidature portait une seule ambition, celle de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Face à plusieurs centaines de partisans rassemblés sur ce site, il a rappelé que sa candidature portait une seule ambition, celle de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, de quelque point qu'ils soient, à mieux voter. Voter, c'est important, et surtout voter pour le président de la République. Vous savez, les 5 prochaines années sont des années qui devront faire avancer la Côte d'Ivoire. Samedi 25 octobre 2025, jour du scrutin, le candidat Alassane Ouattara a accompli son vote au lycée Sainte-Marie de Cocody. Au sortir de son bureau de vote, il a encouragé les Ivoiriens à accomplir leur devoir civique. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Donc, on avait une question en suspens, celle de Serge. Tu vas la poser à nouveau. Il disait, il saluait la nouvelle approche des candidats de l'opposition qui, dans ce élan de prendre acte d'abord des résultats et puis de féliciter le candidat élu. Alors, moi, je me posais la question de savoir, est-ce qu'avec les résultats qui ont été proclamés par la CEI, est-ce qu'ils sont raisonnablement fondés à contester? Parce que quand je regarde le cas il est énorme. Immense, on va dire. Alors, Ouattara avec le candidat élu Alassane Ouattara avec 89,77% et le deuxième Jean-Luc Billon vient à 3,09%. Bon, je ne sais pas sur quoi il peut se baser pour contester même d'abord ces résultats-là. Sachant en plus que tous ces candidats, ils ont été battus même dans les propres fiefs par les chefs de l'État sortant. Je pense qu'ils n'ont même pas pour moi, ils n'ont pas d'argument même pour contester les résultats tels qu'ils seront proclamés, tels qu'ils ont été proclamés d'abord par la CEI et puis peut-être aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Et puis pour rebondir sur la question que tu avais aussi posée à Gaël concernant est-ce qu'il était possible de reprendre l'élection. Alors l'article 64 du Code électoral prévoit ce cas de figure-là. Alors je l'ai dit, le Code électoral dit dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. Ça veut dire que ce cas de figure-là, même il est prévu, même si ce n'est jamais pratiquement arrivé. Et c'est sur ça que je voudrais rebondir. Merci pour l'article, parce que c'est très intéressant. Quand Serge dit que, au vu des résultats de 2%, de 1%, ces résultats faméliques de ces oppositions-là, mais vous savez, souvent, la mauvaise foi peut être la chose la mieux partagée en politique, et nous sommes en politique. Et de mauvaise foi, ils auraient pu aller porter des recours pour dire qu'à tel bureau de vote, à tel bureau de vote, mes représentants ont été empêchés d'exercer, ou bien j'avais des militants qui venaient, qui ont été empêchés de voter. Il y a eu des violences et tout et tout. Donc nous demandons au Conseil constitutionnel
d'annuler simplement et purement l'élection pour une justement, reprise. j'allais poser cette question. Est-ce qu'on peut s'attendre à, donc, vous voyez, ils auraient, à ça après cette proclamation par le Conseil? Ils ont déposé une telle requête, c'est là que le Conseil constitutionnel maintenant devrait monter au créneau pour examiner la plainte et chercher à savoir est-ce que ce qu'ils ont évoqué a été concrètement sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des PV de représentants, est-ce qu'il y a eu des PV d'huissiers et tout. Mais effectivement, le candidat du RHDP peut même avoir 90% en tant que vainqueur provisoire, mais si c'est constaté qu'effectivement il y a eu empêchement de militants ou bien de votants d'aller exercer leur droit, s'il y a eu par exemple des violences et toutes ces choses qui peuvent entacher la sincérité du scrutin, alors le juge du Conseil constitutionnel peut proclamer l'annulation pure et dure, et puis on va essayer de reprogrammer encore. C'est pour ça que je dis que cette opposition, dans un esprit de mauvaise foi, mieux partagé, aurait pu le faire. Mais cette opposition accepte déjà, parce que c'est ça. Il faut d'abord accepter sa défaite. Après la proclamation par le Conseil constitutionnel, ils ne pourront plus faire de réclamation. Non, c'est fini. Oui. Quand le Conseil constitutionnel finit de trancher, là, il n'y a plus de... Les décisions du Conseil constitutionnel sont saisies d'aucun recours. C'est fini. Donc, si déjà, ils ne sont pas allés à la contestation, moi, je pense qu'il faut déjà le féliciter. Mais ce qui ne veut pas dire que le processus s'est passé à 100% bien, parce que c'est ce que la candidate du MJC a fait. Elle a relevé des éléments et dit qu'on peut améliorer au niveau de la CEI. Mais je reconnais ma défaite. Pour rejoindre ce que Serge disait relativement au score qu'elle a Le candidat Guillaume avait dit pareil avec, je crois, la mission d'observation de la CEDEAO, avec relevé quelques irrégularités, je vais y arriver, mais elle avait estimé que bon, c'était pas majeur. C'était pas majeur pour que cela porte atteinte au résultat définitif. Alors là, on aura les résultats dans quelques instants. Et samedi, il y a une marche prévue. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'elle va se tenir vraiment ou pas. Mais cette marche-là est censée, selon ce qui a été annoncé, contester le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Est-ce que, justement, donc après aujourd'hui, donc si cette victoire est confirmée, cette marche-là du 8 novembre, si elle se tient, aura un quelconque poids sur, dans le schéma actuel, un impact, oui. Bon, d'abord, moi, pour ce que j'ai lu, j'ai lu que c'était une marche pour la paix. Alors, je ne sais pas si l'objectif, peut-être avoué ou inavoué des instigateurs de cette marche-là, c'est de contester le nouveau quinquennat du président élu. Mais j'ai lu quelque part que c'était pour la paix. Alors, je m'en tiens à ce que j'ai lu. Maintenant, bon, peut-être dans les faits, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout état de cause, je ne crois pas aujourd'hui que, après ce qui sera dit aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, je ne crois pas que les choses vont fondamentalement changer. Parce que je pense que si le Conseil constitutionnel s'est prononcé aujourd'hui, qu'elle confirme la victoire du candidat élu, je pense qu'il rentre pleinement dans son nouveau quinquennat. Alors je ne crois pas que ce soit une marche de protestation qui va vraiment changer les choses. Mais à propos de la marche du 8, moi je pose une question. Qui marche? C'est normalement le Front commun qui a annoncé, mais est-ce que le Front commun aujourd'hui, même si on entre au fond, est encore dans sa nomenclature, le Front commun qu'il était avant les élections? Parce qu'aujourd'hui, il y a la question des législatives qui se pose. Et on sait officiellement que le PDCI-RDA a annoncé qu'il va participer à ces législatives. Quand un parti se met en ordre de bataille pour ces législatives, déjà, ils ont au niveau du PDCI, ouvert les candidatures, aux prétentions de candidature, à porter les couleurs, le flambeau du PDCI. Ce processus-là, croyez-moi, ce n'est pas chose facile. Ça mobilise tous les cadres. Ça mobilise vraiment tous les cadres. S'il y a des arbitrages, c'est un travail de titan que la direction du PDCI
est en train de faire actuellement, même où nous sommes en train de parler, et d'autant plus qu'ils ont un délai très court. Quelle énergie et quel temps ils vont prendre encore pour aller organiser une marche qui, déjà même en réalité, relativement au communiqué du Conseil national de sécurité qui interdit les marches, pour l'instant, ce n'est pas encore levé. Et à côté de cela aussi, au plan organisationnel, on va regarder au niveau des autorités, est-ce que la marche sera autorisée? Donc d'ici le 8, sûrement que le préfet d'Abidjan ou bien au niveau du ministère de l'Intérieur, on aura un retour. Maintenant, au-delà, le PPACI lui-même, aujourd'hui, en son sein, est dans un débat de fond. Il y a un groupe qui veut qu'il continue dans ces marches, dans cette approche-là, pendant qu'un autre groupe est en train de chercher à aller effectivement, comme le PDCI est en train de le faire, à s'organiser pour ces législatives. Quand on met tout ça ensemble, sans compter encore que le secrétaire exécutif du PDCI a été remplacé hier par M. Yapo Calix. Donc, Dr Emou est remplacé par Yapo Calix. Ce qui veut dire qu'il y aura encore une réorganisation au niveau de la direction du PDCI. D'ailleurs, on a vu une liste d'une dizaine de personnes. Après tous ces éléments mis ensemble, est-ce qu'on pense que de façon réaliste, le Front commun puisse tenir une marche le 8? Je mets vraiment en doute. D'accord. Bon. On va faire un tour dans la salle dans laquelle le Conseil constitutionnel va annoncer dans quelques instants le verdict final de cette présidentielle 2025. Alors nous voyons déjà les personnalités installées. Donc on voit que ça se prépare. Oui, je vois déjà le président du Conseil économique et social, M. Echeneka Awele, qui est déjà installé. Madame Kendo Rosalie Kwame, épouse Zalo, conseiller. Donc on voit déjà que tout est fin prêt pour la table de séance. Madame Chantal Nanaba Camara, présidente, donc celle qui annoncera officiellement le nom du nouveau président de la République. C'est cela. Alors on voit bien que la salle est déjà pleine et que les gens attendent justement cette proclamation. Oui, je pense que la salle est déjà pratiquement pleine. Donc nos équipes sont sur place, au travail, à la tâche, pour justement vous diffuser tout à l'heure en direct cette proclamation. Alors, ce sont eux qui tranchent en dernier ressort, les 7 sages du Conseil constitutionnel, portrait et parcours des juges qui ont entre leurs mains la validation de ce scrutin. Numéro 2023-403 du 9 mai 2023, en qualité de présidente du Conseil constitutionnel. La magistrate Chantal Camara Nanaba est née en 1954. Elle est la première femme à présider la Cour de cassation, à diriger la chambre judiciaire de la Cour suprême, puis le Conseil supérieur de la magistrature, et enfin a occupé depuis juin 2023 la fonction de présidente du Conseil constitutionnel. Né en 1965, Richard Christophe Adou est magistrat hors grade et a été procureur de la République de 2009 à 2023. Depuis le 6 juin 2023, il est conseiller au Conseil constitutionnel. Magistrate hors hiérarchie et militante pour les droits de l'homme, Aimé Zébéiou est né le 30 mai 1959 à Abidjan. Le 10 juin 2018, Aimé Zébéiou rejoint le gouvernement en tant que secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Elle est reconduite jusqu'en 2021. Le 6 juin 2023, elle est nommée pour un mandat de 6 ans au Conseil constitutionnel. Lat Yedo Sébastien, il est professeur agrégé de droit public constitutionnaliste. Asata Kone Siloué, enseignant-chercheur. Rosalie Kwame Kindozalo, magistrate hors hiérarchie, et Mamadou Samassi, un avocat. Ils ont été nommés ensemble le 18 juin 2020 et pris fonction le 1er septembre 2020
en remplaçant de Mesdames Kofi Afo-Geneviève Kwame, Loma Sissé Mato et de Monsieur Assi Emmanuel, arrivés en fin de mandat. Alors, avant que le Conseil constitutionnel ne proclame officiellement les résultats, revenons un instant donc sur la campagne présidentielle avec Serge et Gaël. Une campagne qui a duré 2 semaines à peu près et qui a été marquée par des moments forts de la mobilisation, des discours, des stratégies de candidats, des enjeux. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette campagne-là ? Alors moi, le premier aspect que je relève de ces 14 jours de campagne, c'est la courtoisie dans le débat. Pendant ces 14 jours de campagne, je pense que l'ensemble des candidats ont su mener une campagne en griffe civilisée. Civilisée où il n'y a pas eu d'invectives, il n'y a pas eu d'injures, il n'y a pas eu de propos provocateurs. Donc ce qui a fait que cela a été un peu sur le scrutin. Donc il y a eu le scrutin s'est déroulé dans un climat de paix. Indépendamment des manifestations qui ont eu lieu en marge à la paix de certaines parties de l'opposition, le scrutin, tout le processus électoral s'est déroulé globalement bien. Je pense que c'est d'abord ce qu'il faut relever. Et puis, peut-être pour l'une des rares fois où les candidats ont mis vraiment l'accent sur le programme de gouvernement, les projets de société. Parce que dans les années antérieures, généralement, on n'était pas très, les électeurs n'étaient pas d'abord très regardants sur ça, et ensuite les candidats n'étaient pas très enclins même à dérouler tout le programme. Mais cette fois-ci, tous les candidats, ils ont mis vraiment un point d'honneur à dérouler les aspects importants de leur programme. Certains organes de régulation comme la ACA aussi, ils ont contribué en permettant aux télévisions privées commerciaux comme la nôtre de recevoir, d'accompagner sur le processus de recevoir les représentants des candidats pour dérouler l'ensemble de leurs projets de société. Donc ce qui a fait que je pense que les électeurs ont voté quand même en connaissance de cause, pour une fois je pense, parce que avant les critères c'était la proximité géographique, c'était l'appartenance ethnique, et ou le fait d'être militant mais du parti politique du candidat. Mais cette fois-ci quand même je pense que les électeurs ont eu le temps de parcourir en long et en large tous les programmes de gouvernement de société des candidats. Gaël ? Alors, de mon côté, moi, il y en a tellement de points que j'ai essayé d'aborder peut-être en 4-5 points. Déjà, au niveau du RHDP, j'ai pu constater un RHDP préparé, un RHDP qui est resté focus sur l'objectif, bien même pendant la période préélectorale, électoral et même post-électoral, le RHDP, on a senti que le RHDP avait un objectif précis et qu'il ne voulait même pas se laisser distraire par tout ce qui était à côté.